Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de mécanique des fluides. Donc ce sera sûrement, je pense, l'avant-dernière, Inch'Allah, parce que la prochaine, ce sera sur la démonstration du théorème de Bernoulli. C'est un truc très classique, ce sera du cours. Et, et après, je pense que je passerai à l'électromagnétisme ou à l'électronique. Il faut juste me dire si vous voulez que je fasse autre chose, moi, je suis très libre. Je suis dans les commentaires, ça m'a fait rire, mais tout le monde m'a dit c'est très très bien tout ça. Moi, je m'attendais à plus de critiques. Donc si vous avez des critiques constructives et des demandes, n'hésitez surtout pas, ça me fait plaisir. Et merci pour tous vos gentils commentaires. Euh, et puis, qu'est-ce que je peux vous dire aussi avant de faire l'exercice? Je savais qu'il y a quelque chose d'autre à vous dire. Euh, ah oui, vous remarquerez que j'ai mis une petite lumière. Donc, normalement, ça devrait être mieux à la caméra. Je sais qu'on m'avait dit que le trépied bougeait un peu. J'espère que ça sera moins le cas. Sinon, j'aviserai. Mais voilà, on fait comme ça et puis on verra pour les prochaines vidéos. Pour se plonger la tête dans l'exercice, ici on utilise le vase de Tantale, donc c'est un oscillateur hydraulique. C'est exactement le même fonctionnement qu'un oscillateur à relaxation lorsque l'on a un comparateur hystérésis qui est bouclé avec un intégrateur. On a ce phénomène d'oscillation en dents de scie. Et ici c'est un peu la même chose. Si on se concentre plus sur le système physique en lui-même, on considère un réservoir de section SR qui est relié à un siphon de section ST. On considère que SR est très très grand par rapport à ST, et puis on pose l'origine de l'altitude à ZD. Le fluide, c'est de l'eau, donc on le suppose incompressible et non visqueux. Le siphon, il fonctionne de la manière suivante. Lorsque le niveau d'eau dans le réservoir monte, le niveau d'eau monte aussi concomitamment, pour ceux qui auront la référence, le niveau d'eau monte aussi dans le siphon. Et donc, lorsqu'il monte jusqu'à atteindre ZC, et lorsqu'on atteint ZC, il n'y a plus rien qui empêche à l'eau de s'écouler dans le siphon, donc l'eau s'écoule. Voilà. Par contre, lorsque l'eau s'écoule, le siphon se vide, et donc le réservoir aussi se vide, même si le débit d'eau DE existe toujours. Et donc le niveau d'eau redescend jusqu'à atteindre un niveau d'eau inférieur à ZB. Et lorsque c'est le cas, le siphon est complètement vide, donc il n'y a plus rien pour s'écouler. Et donc dans ce cas-là, on passe à une phase de remplissage. L'eau augmente, le niveau d'eau augmente comme tout à l'heure jusqu'à atteindre ZC, puis l'eau s'écoule, hop hop hop, et quand on atteint ZB, l'eau remonte, etc. Donc on a une vidange périodique entre les niveaux ZB et ZC. Voilà. Juste oublié de dire que le débit DE était constant. Et puis en vrai, on se doute bien que il y a quand même des conditions sur DE. Hein. C'est pas, c'est plus subtil que ce qu'on pense, voilà. Parce que si déjà, le premier truc qu'on peut dire, c'est que si DE est plus petit que le débit sortant, à mon avis, il va rien se passer. Il y aura pas d'oscillation. Si on perd plus que ce qu'on gagne, ça m'étonnerait que l'eau puisse s'écouler dans le siphon, quoi. Donc voilà. Maintenant, on va rappeler la relation de Bernoulli, et je pense que le plus intéressant, c'est de commenter les hypothèses. Il n'y en a pas beaucoup, mais elles sont toutes importantes les unes et les autres. La première, c'est l'hypothèse d'écoulement parfait. Quand on considère un écoulement parfait, c'est-à-dire qu'on néglige les forces de viscosité, plutôt le travail des forces de viscosité. Et donc dans ce cas-là, on vous rappelait, on avait dit que le travail des forces de viscosité, c'était une cause. En fait, les pertes de charge venaient du travail des forces de viscosité. Et les pertes de charge, elles peuvent prendre plusieurs formes. Moi, ce que j'aime bien, la forme que je trouve la plus sympa, c'est la perte de charge en hauteur. Vous voyez, c'est une expérience très classique que j'ai faite en TP, lorsqu'on a un tuyau avec des espèces de petites cheminettes. Ouais, pourquoi pas, on va appeler ça des cheminettes. Des petites cheminettes qui sont attenantes à ce tuyau-là, et qu'on a un fluide qui s'écoule. Le fluide s'engouffre dans les cheminettes, mais il s'engouffre de moins en moins haut. Et ça, c'est dû aux pertes de charge. Les forces de viscosité travaillent de sorte à ce que le fluide perde de la hauteur dans les petites cheminées. Voilà. Je vous mettrai une petite vidéo du vase de Tantale, déjà comment ça fonctionne, et puis de cette expérience dans la description. Donc ça, c'est pour l'hypothèse d'écoulement parfait. Ensuite, stationnaire, bon, bah, on avait parlé aussi la dernière fois, c'est que les grandeurs eulériennes sont constantes. Ici, c'est le champ de vitesse qui est constant au cours du temps. Et puis, l'écoulement est aussi homogène incompressible. Donc, pour une particule fluide donnée, au cours de l'écoulement, quel que soit le temps et quelle que soit la particule fluide considérée, la masse volumique est constante. Et donc, voilà. Ça nous permet d'écrire la relation de Bernoulli juste ici. Maintenant, on peut étudier la phase de remplissage. Et puis, on note la vitesse de hauteur, la vitesse de progression du niveau d'eau, VA. La vitesse VA, c'est rien d'autre que
d de z sur dt. La progression du niveau d'eau, c'est la progression de cette surface-là. Et cette surface-là, bah, elle est caractérisée par la hauteur z. Donc la variation de z au cours du temps, c'est rien d'autre que dz sur dt. En fait, c'est V1, c'est la même chose. Et on cherche aussi, donc la première question sur l'étude du remplissage, c'est la manière dont se comporte l'eau dans le siphon. Ben, on l'a dit, lorsqu'on dépasse ZB, l'eau dans le siphon augmente, le niveau d'eau augmente. Tout ce qu'il y a à dire. Et l'approximation qu'on peut faire, c'est assez subtil, mais si DE est pas trop grand, le niveau d'eau va monter assez lentement. Et donc dans ce cas-là, on peut se placer dans une RQS hydraulique. Et cette RQS, elle consiste en fait à négliger le temps d'adaptation du fluide aux conditions extérieures par rapport au temps d'évolution du fluide dans le système. Voilà. Je pense que cette phrase décrit assez bien pourquoi on fait cette supposition, cette hypothèse plutôt. Et donc, comme on peut faire cette RQS un peu électrique, on considère un peu comme si on était en statique. Et donc, dans ce cas-là, on peut utiliser le principe des vases communicants. Il faut être en statique pour l'appliquer. C'est pour ça que je dis qu'on est un peu en RQS. Je ne l'ai pas écrit, mais voilà, je le dis. Et donc, si on se place, si on utilise ce principe-là, les deux surfaces libres du typhon et du réservoir auront la même altitude. Elles monteront ensemble. C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Et donc, dans ce cas-là, la vitesse de progression du niveau d'eau, ça sera la même qu'en A. Pourquoi? Parce que ça, on peut le démontrer par le théorème de Bernoulli, puisque les pressions en P de ZT siphon et P de ZT réservoir sont égales, et qu'en plus de ça, c'est des surfaces libres, donc en fait, elles sont même égales à la pression atmosphérique. Dans ce cas-là, on peut simplifier Bernoulli, et puis voilà, on avait dit que les hauteurs, c'était les mêmes, et puis on arrive à l'égalité des vitesses au carré, on aboutit à l'égalité des vitesses. Je vais juste faire un petit commentaire. Je dis que la pression est égale à la pression atmosphérique. Ça, c'est vrai que parce qu'on a une surface plane. En fait, si on avait une surface cylindrique ou hémicylindrique, ça serait pas du tout le cas, hein. Parce qu'il y aurait des espèces de relations de passage de pression. Et la pression, elle n'est pas continue sur une surface qui n'est pas plane. Voilà. C'est un petit commentaire, mais c'est important de le dire quand même. Maintenant, on va déterminer l'équation différentielle qui régit le niveau d'eau dans la phase d'accumulation, plutôt la phase de remplissage. Accumulation, c'est pas le bon terme ici. En fait, on va raisonner physiquement. Donc, on a un niveau d'eau DE qui arrive. Si on considère un instant dt, plutôt une durée dt, le niveau d'eau augmente de dz. Donc en fait, si on raisonne sur ce qui se passe physiquement, on se doute que la seule cause d'augmentation du débit dans le réservoir, c'est le débit entrant. Donc le débit d'augmentation du réservoir, c'est exactement le débit entrant. Et donc, autrement dit, si on a cette section et si on a la vitesse d'augmentation du volume d'eau, on peut direct en déduire le débit. En vrai, on aurait dû calculer cette intégrale-là. Sauf que, comme la vitesse est uniforme sur la section, c'est-à-dire que toutes les particules fluides montent en même temps lorsque le réservoir se remplit, on n'a pas besoin de calculer cette intégrale, puisque la vitesse, elle est collinéaire à la surface. Donc en fait, ça revient à juste dire que D égale V fois S. Et c'est ce qu'on retrouve ici. Ça nous permet d'écrire cette équation différentielle-ci. On peut l'intégrer facilement, et puis les conditions initiales, on l'intègre entre ZB et ZT, on retrouve ça. Donc, il faut vraiment se dire, c'est quoi la cause d'augmentation de l'eau dans le réservoir? C'est le débit DE, c'est la seule source. Donc nécessairement, le débit d'augmentation est égal au débit entrant. C'est un peu, en fait, c'est exactement une conservation du débit. Et voilà. Donc maintenant, on cherche juste l'instant T1 de la fin de cette phase. Donc l'instant T1, lorsqu'on a atteint ZC. Donc on a juste à l'écrire. À T1, on atteint ZC. Et puis on a déjà l'expression Z. Donc il suffit d'isoler T1 dans cette équation-ci. Puis on retrouve T1 en fonction de ZC et ZB. Maintenant, on se demande qu'est-ce qui se passe lorsqu'on atteint cette côte. Bah ça, on l'a déjà dit tout à l'heure, et puis c'est même dit dans l'énoncé, on a juste à le paraphraser. Mais on nous demande de faire un dessin, donc on va le faire. Lorsque l'eau atteint la hauteur ZC dans le siphon, l'eau s'écoule, et le niveau d'eau dans le réservoir diminue. Voilà. Maintenant, on va passer à l'étude de la phase de vidange. C'est un peu plus subtil, mais très classique. Et voilà. Donc je vous laisse et je vous reprends tout de suite. On se retrouve pour
l'étude de la vidange. Et là, la première question, c'est déterminer la vitesse VD en sortie du siphon. Donc si on intuite un peu ce qu'on devrait trouver, on a un grand récipient qui se vide à travers une toute petite section. Bon, bah, on se doute qu'il va falloir utiliser la relation de Torricelli et la redémontrer. Ici, je l'ai redémontré dans le cas général. Il y a juste à remplacer les lettres par D et A. Là, j'ai mis B et A, donc c'est à peu près la même chose. On a une grande section du récipient qui se vide à travers une toute petite section, une hauteur ZA supposée nulle, ZB qui est non nulle, et puis l'écoulement est supposé stationnaire. Et ici, ce qui se pose un peu problème, puisqu'on a dit que l'écoulement était quasi stationnaire, donc la conservation du débit, c'est pas vraiment la conservation du débit qu'on utilise. Mais on aboutit à la même conclusion, qui est que la vitesse de sortie est très très grande par rapport à la vitesse en entrée. La vitesse de diminution en entrée est très très petite par rapport à la vitesse de sortie. C'est une autre manière de le dire, tout à fait équivalente. Et puis du coup, si on applique le théorème de Bernoulli entre A et B, on a des termes qui se compensent, puisque les pressions PA et PB sont les pressions en sortie et en entrée respectivement, donc c'est des pressions en contact avec l'air. Donc en fait, les surfaces sont des surfaces libres. Donc voilà, PA et PB se compensent. Et puis ZA c'est égal à 0. Et VB, on a dit que c'était négligeable par rapport à VA. Donc il nous reste simplement GZB. Et on aboutit à racine de 2GZB. Et c'est la même chose ici. On a VD qui est égal à, elle est où ma règle? Elle est là. VD qui est égal à racine de 2GZT cette fois. Appliquant Bernoulli de la même manière. Voilà. Donc maintenant pour en déduire DT, il n'y a rien de bien compliqué. C'est juste que DT c'est égal à la section ST fois la vitesse, racine de 2GZT. Pour trouver l'équation différentielle qui régit ZT, on va faire un bilan volumique. C'est pas très intuitif, mais généralement lorsqu'on cherche à établir des équations différentielles dans ces cas-là, on utilise un bilan volumique. Donc D de V, la différence de volume dans les récipients, touc, 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 touc. Donc dV, c'est la différence de volume. C'est déjà d'une part, sans faire du bilan, égal à la section, donc SR, fois la hauteur dz. Durant un instant dt, durant une période dt, le volume varie de SR fois dz. Et puis, il varie aussi parce que on a un volume en entrée, certes, mais on a un volume en sortie qui fait diminuer le volume total. Et donc dans ce cas-là, on peut créer dv de sorte à ce qu'il soit égal au petit volume entrant moins le petit volume sortant. Si on divise d'une part, de part et d'autre par dt, on retrouve que dv sur dt, c'est égal à delta VE sur dt moins delta Vs sur dt. Et ici, on trouve des débits volumiques. En fait, c'est rien d'autre qu'une espèce de loi des nœuds, quoi. C'est un peu ça, comme en électronique. Et donc, on aboutit à ce que dE moins dt soit égal à SR d2z sur dt. Voilà. Et puis, on avait l'expression de dt. Donc, on peut réécrire ça de manière plus conventionnelle. Donc si je simplifie tout, ça me donne dz sur dt, d'une part, je divise par SR, donc ST sur SR, racine de 2G fois racine de Z, c'est égal à DE sur SR. Voilà. Ça, c'est l'équation différentielle qu'on attend. Donc, elle n'est pas linéaire. Voilà. On peut un peu utiliser la séparation des variables, puisqu'il y a un terme constant en trop. Donc, on se doute qu'il va falloir négliger quelque chose dans l'histoire. Et maintenant, c'est la question du début qu'on s'était posée, c'est est-ce qu'il y a une vidange et un comportement oscillatoire pour toute valeur de DE? Et bien ça non. Ça non. Parce qu'en fait déjà, la condition de vidange, si on peut dire ça, condition de vidange, c'est que donc la dérivée de Z soit négative. Pourquoi? Simplement que la variation de hauteur de Z soit négative. Autrement dit, Z diminue, quoi. Voilà, tout simplement. Et puis ça, c'est assez facile, parce qu'on a une expression de dz sur dt en fonction d'autres paramètres. Donc on peut le réexprimer. Donc on a dE sur SR moins ST sur SR, racine de 2G, racine de Z, qui est négatif. Donc dans ce cas-là,
on aboutit à DE qui est inférieur à ST racine de 2GZ. Voilà. Et donc, en plus de ça, ça c'est censé être pour tout Z. Donc c'est pour Z, plutôt pour Z appartenant à ZB, ZC. Donc en fait, on va prendre la borne inf. On prend le plus petit Z de cet intervalle pour prendre le plus large possible, ST. Enfin, plutôt le plus sélectif possible. Racine de 2, GZ. Donc 2 est pas beau, on va le refaire bien. Voilà. Donc voilà, ici on a une condition sur DE. Et puis c'est pas fini, parce que il y a deux cas. Donc il y a le premier cas, c'est DE, et on respecte vraiment bien la condition, quoi. DE il est vraiment très très inférieur à ST fois racine de 2GZB. Donc ça veut dire que le volume d'entrée, la vidange sera très rapide et le remplissage sera vraiment très lent, quoi, parce que le volume d'entrée il est vraiment pas très haut. Donc vidange rapide, remplissage lent. Et dans le deuxième cas, donc DE il est un peu plus grand que ça, que ST fois racine de 2GZB. Et donc dans ce cas-là, on aura un remplissage cette fois qui est rapide. Et une vidange lente. J'ai dit un peu plus grand, mais non, un peu plus faible que ça. Voilà. Parce que du coup, on ne pourra pas remplir aussi vite qu'on le veut. On pourra remplir aussi vite qu'on le veut, mais parallèlement, la vidange sera plus lente. C'est une conséquence. Voilà. Ok. Donc maintenant, il ne reste plus grand-chose. On cherche à montrer que pour certaines valeurs de DE, la vidange s'arrête pour une cote Z0. Donc quand est-ce que la vidange s'arrête? Donc je sais pas, elle s'arrête par exemple à un instant T0. Donc à cet instant T0, on est à la cote Z0. Et donc on a notre expression qui sortait de l'équation différentielle de tout à l'heure. Cette fois, on n'a plus une égalité, on a une égalité. On n'a plus ZB, on a Z0. Donc on a cette égalité-là qui en découle. En fait, si je développe, on avait DE sur SR moins ST sur SR. Racine de 2G Z de T0, c'est égal à 0. Et voilà, Z de T0, c'est égal à Z0. Et donc voilà, on n'a plus qu'à isoler Z0 ici. Donc Z0, c'est égal à DE au carré sur 2G ST au carré. Ça, c'est la cote, on l'a déterminée. Et ça, c'est quel cas? En fait, simplement, physiquement, c'est le cas où les deux effets, donc vidange et remplissage, se compensent. Voilà. Et c'est que le débit entrant, il est exactement égal au débit sortant. Trop bien. Et donc maintenant, il nous reste deux questions. Et donc c'est des questions fondamentales pour bien comprendre l'exercice et pour mettre du sens à tout ce qu'on a fait auparavant. Du coup, là, on ne savait pas trop comment résoudre l'équation différentielle de tout à l'heure. On se doutait qu'il fallait négliger un terme. Et là, c'est parfait, parce qu'on nous dit simplement que DE est suffisamment faible, il respecte tellement la condition qu'il peut être négligé. L'équation différentielle, elle devient plus simple, quoi. Ça nous donne dz sur dt. On avait un terme constant de l'autre côté, il disparaît. Et cette fois, on a st sur sr, racine de 2g. On va écrire comme ça, racine de z, c'est égal à 0. Et donc là, cette fois, on peut utiliser la méthode de séparation des variables. Et donc, on sépare les variables. dz sur racine de z, c'est égal à moins st sur sr, racine de 2g dt. En intégrant entre zc et z, dz sur racine de z égale à moins st sur sr, racine de 2g t1 à t dt. Et donc ça s'intègre. 1 sur racine de z, c'est 2 racines de z. Donc on a 2 racines de z moins 2 racines de zc. C'est égal à moins st sur sr, racine de 2g,
dt, du coup, t moins t1. Et au final, on aboutit à 2 racines de z, c'est égal 2 racines de zc. Du coup, le 2, il se barre. Faut pas que j'oublie de diviser là-bas. Moins st sur 2 sr. C'est calculatoire, hein, désolé, c'est pas très amusant. Et puis là, on a une racine. Du coup, faut passer au carré. On passe au carré. Et voilà. Ça, c'est z. Trop bien. On a notre expression de zt en fonction du temps pour la phase de vidange. Bien sûr, on va surtout pas développer le carré. C'est complètement inutile. Ça sert pas à grand chose. Et voilà. Et donc, on cherche à déterminer T2 pour passer de ZC à ZB. Bon, on passe sur une autre feuille. Donc, on aura ZT qui est égal à ZB pour T moins T1 qui est égal à T2. Voilà, il faut faire attention. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait donc T moins T1, une différence de temps. Il ne faut pas oublier que c'est ça qui est égal à T2, c'est pas simplement T. Voilà. Et ici, T2, c'est la durée de la vidange. Ça, c'est l'instant de la fin de la vidange. Et ça, c'est l'instant du début de la vidange. Voilà. Et donc, ça nous donne, donc si Z de T2, c'est égal à ZB, on aura ZB qui est égal à tout racine de ZC moins ST sur SR, racine de G sur 2, parce que 2 sur racine de 2, c'est 1 sur racine de 2. Donc T2 au carré. Et puis, si on isole T2, on passe au carré de l'autre côté, moins, plus, T2, c'est égal à racine de 2 sur G fois SR sur ST fois racine de ZC moins racine de ZB. Ouais. Voilà. J'ai vérifié au montage si je ne me suis pas trompé, mais normalement ça devrait être bon. Puisque j'ai refait l'exercice avant. Trop bien. Et donc, maintenant, il y a une dernière question, deux dernières questions. Enfin, on va la faire en une. Question 11, c'est la période des oscillations. Et donc, graphe. On va tracer un graphe. Donc, la période des oscillations, bah, simplement T1 plus T2, la période de remplissage plus la période de vidange, le temps de remplissage plus le temps de vidange, excusez-moi. Et donc, pour T1, on avait trouvé SR sur DE fois ZC moins ZB. Et là, on a racine de 2 sur G, SR sur ST, racine de ZC moins racine de ZB. Super. Donc ça, c'est la période. Voilà, je vois pas ce qu'on pourrait dire de plus. Voilà, je vais pas l'encadrer parce que c'est un peu long. Ok. Et puis maintenant, pour tracer le graphe, pour conclure cet exercice une bonne fois pour toutes. Donc déjà, les bornes d'oscillation, c'est entre ZB et ZC. Donc, on place ce qu'on connaît, du coup ça c'est T1. Là on a T, T, du coup ça c'est égal à T1 plus T2. Et ensuite on a T plus T1. Voilà. Ok. Du coup on avait dit que pendant la phase de remplissage, on avait un profil linéaire. Je vais peut-être faire les bornes comme ça pour éviter de partir en cacahuète quand je dessinerai. Ok, et là pareil. Ok. Du coup,
En T1, on a un profil linéaire qui augmente comme ça. Pareil, ici, on a un profil linéaire qui augmente comme ça. Avec une pente de je sais plus combien. Et par contre, lorsque on, a, on est en phase de vidange, cette fois, on a une solution qui était en fonction carrée. Et donc on aura une espèce de parabole. Et donc on aura un profil comme ça, un peu parabolique. Parabole qui se finit pas complètement. Voilà. Et pareil, ici, on aura un profil un peu parabolique. Donc c'est un peu j'ai un peu pris du temps pour relire ce que j'ai fait avant sur la fin. Donc je me rends compte que c'est peut-être pas la meilleure manière de présenter un exercice. J'espère au moins avoir été clair. Voilà. Je trouve que c'est un exercice très sympa. Après, la fin, elle est assez calculatoire. Vous voyez, on a plein de racines, plein de trucs. C'est pas beaucoup de physique au final. La physique, c'est juste au début. Mais il était assez intéressant. Évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'en parler. Je vais vous mettre en PDF comme la dernière fois les exercices et les quelques vidéos, quelques ressources qui sont intéressantes pour mieux comprendre le phénomène. Donc voilà, merci pour tout et on se retrouve pour une prochaine vidéo.